Madame, Monsieur, bien le bonsoir et bienvenue au journal sur Equinox Télévision. À la une de l'actualité, plus de 15 Camerounais expulsés de la Guinée équatoriale. Ils sont arrivés cet après-midi à Campo dans la région du Sud en provenance de ce pays voisin. Et dans ce journal également, nous parlerons de santé avec le paludisme. Ces centaines de morts auraient pu être évitées dans l'extrême nord Cameroun si des mesures de prise en charge avaient été bien adoptées par le gouvernement en place. Et toujours de la santé, on en parlera dans le cadre de la deuxième partie de ce journal avec les médecins, notamment médecins gabonais qui reviennent sur la formation médicale dans ce pays de l'Afrique centrale. C'est tout pour le sommaire, on se retrouve dans un instant pour le développement. Une fois encore, bonsoir. Merci d'être avec nous. D'abord, cette information qui nous arrive à l'instant. Une quinzaine de Camerounais ont été expulsés de la Guinée équatoriale. Ils sont arrivés cet après-midi à Campo, dans la région du Sud, ainsi que 39 Maliens et un Tchadien, affirment des sources. Le meurtre d'un Équato-Guinéen serait à l'origine de ces expulsions. Nous y reviendrons. Une centaine de téléphones portables brûlés dans un établissement scolaire. La scène se déroule au lycée technique de Bafang à l'ouest Cameroun. Les responsables de cet établissement ont pris cette initiative dans le but de mettre fin à l'utilisation de ces appareils en milieu scolaire. Ondine Gagno et Nadine Yambou. Un fait inhabituel au lycée technique de Bafang. Une levée de couleurs en odeur de fumée. Une centaine de téléphones portables crépitent sous des flammes ardentes sous le regard impuissant de leurs propriétaires. Tous élèves dans ce lycée technique. Cette chasse aux téléphones portables en milieu scolaire, une initiative de monsieur le proviseur. Nous avons attrapé 4 jeunes filles. 2 qui avaient le téléphone portable et 2 qui dansaient. Les téléphones portables des porteuses parlaient, donnaient la musique. Et il y avait 2 danseuses en classe et pendant les heures de cours. Une opération coup de poing qu'apprécient la plupart des élèves qui comptent désormais avoir la paix pendant les cours. Pendant que nous sommes en train de faire les cours, d'autres camarades se contentent de répondre aux coups de fil, d'autres qui se contentent de regarder les films pornographie. Bien, c'est ce qui provient de notre échec. Je crois bien que ceci est un pas pour attirer l'attention de tous les élèves et aussi dans tout l'établissement de notre département. Le proviseur de ce lycée, à l'exemple d'un chef de guerre entouré des éléments du corps enseignant, lance un ultimatum aux accros des téléphones portables en milieu scolaire. Je vous l'ai dit, ce ne serait pas la première fois. À chaque fois que nous allons récupérer un nombre, nous allons procéder ainsi à leur destruction. Je crois que l'exemple vaut la leçon. L'action du proviseur du lycée technique de Bafang entre en droite ligne de la mise en exécution de la décision du ministre des Enseignements secondaires, Louis Bapès, interdisant l'utilisation des téléphones portables pendant les cours. Un exemple qui devrait faire tache d'huile dans les lycées et collèges pris en otage par les téléphones portables. Et du feu encore, mais cette fois au nouveau marché de Limbé dans le sud-ouest. Près de 5 conteneurs sont partis en fumée dans cet espace marchand avec leur contenu. Les flammes ont été circonscrites grâce à l'arrivée des sapeurs-pompiers. L'incident est survenu hier. Les dégâts matériels seraient évalués à plusieurs centaines de mille de nos francs. Jusqu'ici, l'origine de cet incendie n'est pas connue. Un autre fait de société à présent, 4 occupants d'un camion ont perdu la vie dans un accident de la circulation. Le drame est survenu il y a moins de 48 heures à Mouyouka dans la région du sud-ouest. Selon des témoins de l'accident, le pire serait arrivé au moment où le conducteur somnolait au volant de son véhicule. Interpellé dans sa course folle par les forces de l'ordre, le chauffeur aurait refusé d'obtempérer aux injonctions de la prévention routière.
De la politique, à présent contentieux post-électoral des municipales du 30 septembre dernier, sur plus de 80 recours déjà examinés, seuls 2 ont été jugés recevables par la Chambre administrative de la Cour suprême. Les débats se poursuivent alors qu'il convient d'observer des désistements en même temps que des requêtes ont été rejetées ou tout simplement mises en délibéré. Yannick Bazois et Emmanuel Job. C'est finalement à 14h05 que la Chambre administrative de la Cour suprême a jugé recevable les tout premiers recours. Il s'agit du recours introduit par Ndiomachoua Antoine et consorts et de celui introduit par Mme Eyidine et Bodiam Tchoumbi Yvonne portant contestation de l'élection du maire et de ses adjoints en Konsamba. J'estime que la Cour a dit le bon droit. Parce qu'il a été établi que l'autorité de tutelle, notamment M. le préfet du Mungo, n'a pas respecté le délai normal de convocation. Et ensuite, il ne pouvait pas non plus convoquer une séance pour le 21 octobre et la tenir par anticipation le 19 octobre, en violation de sa propre convocation et en lésion des intérêts légitimes des membres qui n'ont pas reçu de convocation. Une décision de justice qui rassure tout au moins certains demandeurs dont les recours ont été mis en délibéré. Je suis venu ici à la Cour suprême en sa chambre administrative parce que je crois en la justice de mon pays. Si de toutes les affaires appelées depuis mardi jusqu'aujourd'hui et que je suis parmi les 3 recours mis en délibéré, je pense que j'ai espoir. Mais ceci étant, les demandeurs critiquent les décisions de la Cour portant rejet de plusieurs recours. Un magistrat de 4e grade en retraite, le magistrat honorable Ayapol du People's Party, qui a porté son recours au nom du People's Party, a été irrecevable. Parce que, dit-on, le recours, la qualité ne répond pas à l'article 194. Bon, quand un magistrat de 4e grade à ce niveau, maintenant le petit peuple que nous sommes, ça devient un peu très compliqué. À notre départ des lieux, 86 recours avaient déjà été vidés. On enregistre une 60aine de recours rejetés et 5 recours mis en délibéré. Et puisque nous sommes en politique, signalons cette information qui nous parvient à l'instant. Le professeur Maurice Kamto, le président national du MRC, a été entendu à la police ce jour, à la délégation générale à la sûreté nationale précisément. Il aurait notamment été entendu dans le cadre de cette déclaration faite à Yaoundé il y a quelques jours seulement, lorsqu'il dressait le bilan de son parti politique au sujet des élections législatives et municipales. De la santé à présent, recrudescence du paludisme dans la région de l'extrême nord. Le nombre important de décès dus à la maladie aurait pu être évité si les foyers où se développe l'agent vecteur avaient été circonscrits à temps et si les conditions de prise en charge des malades avaient respecté les normes requises. C'est du moins ce qu'affirment les médecins spécialisés dans la lutte contre cette maladie, des médecins qui ont été rencontrés par nos reporters Dallas Chana et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Extrême nord du Cameroun, dans des hôpitaux de fortune, se trouvent par dizaines des malades de paludisme. Ce qui interpelle le plus, ce sont les conditions de prise en charge. Des perfusions accrochées indélicatement, des malades allongés à l'air libre, souffrent dans leur chair. Nombreux sont ceux qui ont succombé. Des chiffres parlent de plusieurs morts sur le carreau. Près d'1 millier, selon des sources. Pour des spécialistes de la lutte contre le paludisme, cette situation aurait pu être évitée si l'accent avait été mis sur les conditions de prise en charge. Les conditions dans lesquelles on traite les malades sont très importantes. C'est encore plus grave quand les conditions minimales de réception, de gestion des malades ne sont pas requises. Je comprends que les structures sanitaires soient peut-être débordées, mais on devrait prendre le minimum de précautions pour que les malades soient traités dans les bonnes conditions. En plus de cela, les foyers où se développe l'agent vecteur du paludisme dans l'extrême nord étant connus, la sensibilisation des populations sur l'importance à garder leur environnement propre est un allié considérable dans la lutte contre la maladie. Au-delà du traitement, la prévention est importante. Si les personnes qui vivent dans ces zones repèrent les gîtes de moustiques, dont savent
où se cachent les moustiques, les larves qui deviennent des adultes et qui vont transmettre le paludisme. Et si les personnes elles-mêmes concernées sont mêlées à cette lutte-là, en plus des moustiquaires imprégnés, on aura avancé. Pour les spécialistes de la lutte contre le paludisme, les causes qui ont entraîné le décès d'un grand nombre de malades de la malaria à l'extrême nord Cameroun sont donc multiples. Il ne reste plus qu'à espérer qu'à l'avenir, les mesures nécessaires soient prises pour limiter les dégâts. Près de la capitale, mais si loin du développement attendu par les populations, la ville de Bala fait face à plusieurs difficultés liées notamment à l'accès à l'eau potable, à l'électricité et aux infrastructures routières. Le nouvel exécutif communal promet un nouveau décollage pendant que l'élite mise sur la densité de la production agricole pour insuffler une nouvelle dynamique. Marcelin Gansop. Nous sommes à Obala, situé à une quarantaine de kilomètres de la capitale du Cameroun. Une proximité qui ne profite malheureusement pas suffisamment à ses habitants. Cet arrondissement connaît un sérieux retard de développement dont les populations font les frais au quotidien. J'habite le quartier Ekorasé et nous souffrons là-bas à cause de l'électricité. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas la route. On fait le bail. Pour sortir même de la route, je me défends avec les brouettes, les pousses. Bon, il y a des moments que vous allez voir l'état de saleté. À la tête de la commune depuis 6 ans, le maire élu a donc du pain sur la planche. Les populations n'entendent pas digérer une quelconque forfaiture du nouvel exécutif communal. Nous avons la chance d'avoir un plan communal de développement en PCD qui vient d'être réalisé. Ce plan de développement nous servira de fil conducteur pour mener les actions de développement qui sont attendues de la part de nos populations. Nous voulons redonner à Obala ses lettres de noblesse pour que Obala redevienne une destination courue. Mais en réalité, le développement de la ville d'Obala interpelle tout le monde. Le ministre Essimi Meunier saisit la célébration du 6 novembre pour indiquer le chemin à suivre. De redynamiser l'activité économique et de poursuivre les efforts en ce qui concerne la production, parce que c'est ce que nous savons faire dans cette zone. La production a besoin d'être organisée. Nous voulons aujourd'hui que les gens puissent accéder à des meilleures semences, puissent accéder à l'utilisation maîtrisée des engrais et progressivement faire la première expérience de la mécanisation. Obala est une ville agricole du département de la Léquié, traversée par la nationale numéro 1. Elle mérite mieux que le sort qui est le sien aujourd'hui, dixit les populations qui condamnent l'attitude des élites, souvent empêtrées dans des querelles intestines et autres luttes de positionnement. En économie, le coût élevé des impôts, bref de la fiscalité, constitue un frein dans le fonctionnement des entreprises au Cameroun. C'est le constat des responsables des petites et moyennes entreprises et des sociétés qui sont à l'école de la démystification du contrôle fiscal. Ils sont réunis depuis ce jeudi à Douala. Dany Warren Zede et Flavien Valondongo. La plupart des entreprises camerounaises teintées d'irrégularité considèrent le contrôle fiscal comme une bête noire. Les entreprises ont peur des impôts. C'est-à-dire que lorsque les impôts arrivent, c'est la débandade. Parce que les entreprises ne respectent pas leurs obligations fiscales et se disent « Ah tiens, comme un voleur, ils sont arrivés, je suis fini ». Au Cameroun, des mouvements d'humeur observés très souvent sont des éléments qui attestent du mauvais état de ces structures. Non, l'entreprise ne fuit pas d'impôts parce que les responsabilités sont partagées. Il y a certains inspecteurs d'impôts qui ne facilite pas la tâche à l'entreprise et aussi le taux d'impôt qui est aussi élevé au Cameroun par rapport à d'autres pays. Le contrôle fiscal étant déclaratif au Cameroun, le contribuable est tenu de se soumettre à ses obligations. Donc si on ne dit pas aux contribuables exactement ce qu'ils doivent faire, quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs, eh bien ils auront toujours l'impression que les agents du fisc sont leurs bourreaux, alors qu'il n'en est rien du tout. C'est des rapports de créateurs de richesses et à vérificateur des richesses. Le Fonds national de l'emploi, comme toute autre structure de placement, se soucie du personnel victime qui travaille pour ces entreprises ou sociétés et propose des solutions pour éviter les sanctions prévues par les textes en vigueur. Il est important pour le FNE
de les amener à comprendre déjà ce que c'est que le contrôle fiscal pour répondre aux appels de l'administration. Et si ce n'est pas le cas, donc de voir dans quelle mesure il serait possible de mettre donc en place un personnel qualifié, compétent, pour pouvoir donc jouer ce rôle. L'objectif principal qui rassemble les chefs d'entreprise à Douala est de démystifier le contrôle fiscal afin que le ciel soit sans nuages entre les entreprises et l'administration fiscale. Les experts s'accordent à dire que 1476 sont basés dans la région du littoral et occupent la première place dans la cartographie fiscale du pays. Elles font 33% du PIB. Le Cameroun va en guerre contre le trafic et la traite des personnes. C'est à travers un système de référencement et de procédures standards opératoires en vue de la prévention et la lutte contre ces phénomènes au Cameroun. Élisée Bogba et Yannick Bazoua. Il y a quelques mois, on a assisté à un dangereux bal des crimes rituels au quartier Mimouman. Des situations, preuves du développement de certains fléaux sociaux, tels le phénomène des sans-domicile fixe, des enfants de la rue, l'abandon des enfants, la traite et le trafic des personnes, la pédophilie et plus récemment le trafic d'organes humains. Malgré l'existence d'une loi relative à la lutte contre le trafic et la traite des personnes, la non-disponibilité des chiffres fiables des victimes reste un handicap majeur pour le gouvernement. D'où l'importance de ce système de référencement et des procédures standards opératoires pour la prévention et la lutte contre la traite et le trafic au Cameroun. Et nous avons donc l'OIM avec le ministère des Affaires sociales a commis un consultant régional qui a donc sorti un manuel qui définit déjà les différents concepts de fléaux de trafic et ensuite qui donne des référencements de lutte contre, de prévention d'abord et de lutte contre ces phénomènes et qui propose des pistes d'action en synergie avec les différents acteurs impliqués pour adresser véritablement ce fléau qui est un fléau abject et déshumain. Une action qui vient s'ajouter à d'autres déjà en cours. Nous avons repris la chaîne d'adoption des enfants au Cameroun. Et là-dedans, vous avez la définition de l'action de chacun des participants. Nous avons les initiatives à résultats rapides, au sein de laquelle nous avons la charte de prise en charge des enfants dans les œuvres sociales privées. Nous avons également un protocole de prise en charge psychosociale des migrants. À l'international, la Chine opte pour un report du procès des dirigeants kenyans. La Cour pénale internationale a déjà programmé le procès pour le mois de février 2014. De nombreux pays suggèrent un délai rallongé pour aider ce pays à gérer les problèmes à la suite de l'attaque du Westgate. Ce report fait déjà débat au sein de l'Organisation des Nations Unies. Le reportage de nos confrères de CCTV. Il s'agit d'une question qui mijote depuis plusieurs semaines aux Nations Unies. Et ce bien que le Conseil de sécurité de l'ONU va rendre son rapport complet sur le report du procès devant la CPI. Les dirigeants kenyans ont été démocratiquement élus par le peuple kényan et leur dignité doit être pleinement protégée et respectée. Durant le mois de novembre, la Chine a pris la présidence tournante du Conseil de sécurité et souhaite mettre en avant son soutien au président Kenyatta et au vice-président Ruto. Nous sommes un bon ami et un bon partenaire des pays africains. Nous comprenons pleinement les inquiétudes de l'Union africaine et aussi celles du gouvernement kényan. La Cour pénale internationale a accusé le président Kenyatta et le vice-président Ruto de crimes contre l'humanité pour les violences qui ont éclaté après l'élection kenyane de 2007. La semaine dernière, le ministre kényan des Affaires étrangères Amina Mohamed a rencontré de façon informelle d'autres délégués africains ainsi que le Conseil de sécurité à New York, ce qui a abouti à l'élaboration d'un projet de résolution. Les Nations Unies disposent du pouvoir de différer les procès de la Cour pénale internationale d'une année. Mais ils doivent tomber d'accord même avant que la question ne soit soumise à un vote. Et compte tenu des progrès passés, de nombreux analystes estiment que le Conseil a peu de chances de trouver un terrain d'entente sur cette question. Il y a eu des tentatives précédentes de reporter des procès contre le président et le vice-président du Kenya. Mais cela n'a pas réussi, car le Conseil n'était pas d'accord pour adopter une décision de report.
La position de la Chine est opposée à celle des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France qui pourraient s'opposer à une résolution de report. Les Nations Unies et Interpol, main dans la main pour lutter contre le braconnage en Afrique, le massacre des éléphants et des rhinocéros et autres exactions sur l'ensemble de l'environnement coûtent des milliards de dollars de pertes chaque année. Le reportage de nos confrères de CCTV, une fois de plus. Les experts de l'environnement se rassemblent à Nairobi cette semaine. Le ministre de la Justice du Kenya a été clair, il y a urgence. Le Kenya se situe à un carrefour aussi loin que l'activité criminelle sur l'environnement est concernée. Pour nous, c'est une crise qui a des proportions sans précédent. Ces derniers mois, le Kenya a perdu près de 200 éléphants qui ont été tués par les braconniers. Ces derniers répondent à la demande pour l'ivoire venant principalement d'Extrême-Orient. Au Zimbabwe, les braconniers utilisent du cyanure pour tuer les animaux. Et l'Afrique du Sud livre une bataille perdue d'avance contre des hommes armés qui massacrent les rhinocéros, toujours pour répondre à la demande venant d'Extrême-Orient. L'Agence pour l'environnement des Nations Unies dit que c'est une vague de crimes qui se propage rapidement. C'est un phénomène mondial, c'est un marché mondial, ce sont des associations actives au niveau mondial, des criminels engagés dans ce commerce qui causent des dégâts aux économies nationales et aux communautés à hauteur de dizaines de milliards de dollars. Pour les officiels, il est vital que les gouvernements coopèrent au niveau mondial pour retrouver les coupables. Nous devons être sûrs que nous avons mis en place une bonne stratégie pour lutter contre ce crime et aider Interpol à le faire. La chose la plus importante dans les affaires politiques est l'échange d'informations. Le Kenya est en train de créer une unité anti-braconnage d'élite. Plus de 1000 officiers de sécurité seront recrutés. Les officiels espèrent que cela aidera à stopper les massacres. Et de l'information à caractère commercial, des bourses scolaires offertes aux élèves. C'est une initiative des brasseries du Cameroun. Cette entreprise citoyenne encourage ainsi l'excellence et le mérite scolaire. Reportage. La marche royale sur un tapis en or, déroulée au lauréat d'or de la 6e édition du programme Encourageons la performance, porté par la société anonyme des brasseries du Cameroun. Le collège Volte, un des terreaux fertiles de l'éducation au Cameroun, offre son hospitalité à l'impressionnant parterre de personnalités et aux lauréats de l'édition 2013. C'est devenu une tradition aux brasseries du Cameroun, à savoir porter en triomphe ceux des élèves qui s'illustrent par le culte de l'effort et émergent au milieu de leurs camarades comme les meilleurs sur le plan national. Et notamment le CEP, le First School Living Certificate, le BEPC, le GCE, Ordinary Level, le CAP, le baccalauréat, le brevet de technicien et le GCE, Advanced Level. Cette cérémonie récompense donc les efforts de ces élèves qui ont compris avec la société anonyme des brasseries du Cameroun qu'on ne nourrit pas la poule le jour du marché, pour reprendre le slogan de cette 6e édition. Le premier tapis rouge est déroulé aux lauréats de la région du centre. Ils viennent de tous les départements et ont réussi à se hisser au sommet, certains ayant obtenu jusqu'à 18 sur 20. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix aujourd'hui. Je remercie particulièrement tous mes professeurs et les brasseries du Cameroun qui m'encouragent à avoir d'autres prix durant les années suivantes. Je vais redoubler de travail afin de maintenir mon niveau. Je remercie d'abord les brasseries pour ce prix que j'ai eu la chance d'avoir, pour tout ce qu'ils font pour encourager les élèves dans leurs études. Et ce que j'ai à dire aux autres élèves, qu'ils fassent mieux leurs études, du travail, un peu de conscience et ils y réussiront, que ce n'est pas la magie. Un clin d'œil spécial a également été fait en direction des jeunes filles qui excellent dans les filières scientifiques et techniques. Voici la magie, voici la magie, la vraie magie c'est le travail, travail mon ami. Place ensuite au deuxième tapis rouge. Il est déroulé
au lauréat d'or. Ils sont 8 au total. Ce sont ces élèves qui ont damé le pion à leurs camarades, en s'illustrant comme les meilleurs aux différents examens sur le plan national. Ces lauréats d'or vont recevoir des bourses à la hauteur de leurs performances. La Société anonyme des brasseries du Cameroun, initiatrice de ce projet, est séduite par les performances de ces lauréats qui émerveillent d'année en année. On a de plus en plus des résultats qui sont en hausse. On a davantage de 18, de 19, presque sur 20. Or, la partie visible, c'est les lauréats. Mais tout ce qu'on ne voit pas, c'est tous les élèves dont le niveau remonte, parce que tous veulent accéder au diplôme. L'objectif ultime, c'est de tirer le niveau de l'enseignement vers le haut. Et c'est ça l'excellence. Et c'est comme ça qu'on peut trouver des solutions idoines aux problèmes de développement de notre pays. Le ministère des enseignements secondaires est donc en accord parfait avec le programme encourageant la performance. Nous saluons cette initiative des brasseries du Cameroun, surtout le leadership, je l'ai dit dans mon mot, le leadership des brasseries du Cameroun dans la responsabilité sociale des entreprises, qui est un domaine aujourd'hui de plus en plus partagé par d'autres entreprises citoyennes. Mais les brasseries du Cameroun restent leaders dans ce secteur-là parce que pour avoir pris cette initiative très tôt. Pour cette 6e édition, près de 80 millions de francs CFA ont été distribués aux différents lauréats, représentant pas moins de 485 bourses scolaires, ce qui porte à plus de 500 millions de francs CFA. Les sommes investies jusqu'ici au profit de la performance scolaire par les brasseries du Cameroun. Un jeu qui vaut la chandelle et qui tient à cœur le directeur général de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. André Siaka reçoit un cadeau spécial du gouvernement au moment où il s'apprête à s'éclipser de la direction générale, non sans léguer à la postérité un précieux héritage qui restera avec son porteur, gravé dans les livres d'or de l'éducation au Cameroun. C'est ce que je vous invite à nous retrouver dans le cadre de la deuxième partie de ce journal. Nous parlerons de la formation en médecine. À tout de suite. Une fois encore, bonsoir et merci d'être avec nous dans le cadre de la deuxième partie de ce journal. Avec nous ce soir, le docteur Emmanuel Ogandaga. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je signale que vous êtes le président du Conseil national de l'Ordre des médecins au Gabon, juste à côté. C'est bien cela. Absolument. Alors, vous êtes au Cameroun dans le cadre d'une rencontre qui va regrouper les ordres des médecins du monde et vous arrivez justement pour évoquer la formation en médecine. Première question, quels sont les principaux éléments qui rentrent dans la bonne formation des médecins? Disons que je commencerai par vous remercier au nom de la conférence francophone des ordres des médecins dont je suis actuellement le président. Et c'est dans ce cadre-là. L'Ordre des médecins du Gabon faisait partie de cette association mondiale qui partage le français. Au sujet de la formation, effectivement, les ordres de médecins ont un rôle à jouer. Principalement au Gabon, nous avons une faculté de médecine qui fait la formation initiale. Mais cette formation initiale, les ordres n'ont pas une action directe. Les ordres ont une action directe sur la formation plutôt post-universitaire, là où est organisé le suivi des curricula et surtout faire en sorte que ces médecins continuent à maintenir leurs connaissances par rapport au progrès de la science. Vous tentez de me dire que l'État prend en charge totalement la formation des médecins au Gabon? L'État prend en charge, il y a bien sûr comme partout, les boursiers. Il y a des boursiers et je dirais au passage que la faculté de médecine et des sciences de Libreville reçoit beaucoup d'étudiants d'Afrique centrale. Et il y a une forte proportion d'étudiants camerounais qui viennent passer leur curricula pour devenir docteur en médecine, mais c'est de la médecine générale. Mais c'est peut-être pour tenter d'expliquer, vous arrivez justement
au Cameroun, alors qu'il y a une actualité liée justement à la formation des médecins. Il y a quelque temps, des instituts privés ont été fermés. Quelquefois, l'Ordre national des médecins avait déjà dénoncé ces centres de santé, même ces instituts privés qui évoluent à marge de la clandestinité. Eh bien, seulement un peu plus de 3 établissements publics, une vingtaine d'établissements privés bien avant. Comment il est possible de comprendre ces chiffres, même s'il faut signaler qu'une commission a été mise sur pied et que de l'ordre a quelque peu été remis dans la maison? Disons qu'en Afrique, nous connaissons un phénomène d'écoles de médecine ou de facultés de médecine qui ne rentrent pas dans les règles. Mais ça, c'est un problème des ministères de l'enseignement supérieur. Nous avons la chance dans notre pays, il n'y a pas de faculté privée de médecine. Mais ça commence à fleurir un peu en Afrique. Et je crois que le thème central de la rencontre des ordres de médecins francophones du monde ici au Cameroun vient, je dirais, à la limite, compléter la réflexion de l'ordre des médecins du Cameroun dans la lutte contre ces facultés qui ont tendance, passez-moi le terme, à vouloir former des médecins, mais sans tenir compte et des curricula et surtout avoir des règles. Et ça fait en sorte que nous aurons la formation de médecins. Or, la santé est sacrée et on doit bien former les médecins. Mais on peut tout de même s'interroger sur ces instituts privés. Vous évoquez tout à l'heure le continent africain, principalement au Cameroun, où on a vu des instituts privés sortis de terre comme des petits champignons. Est-ce parce que, pourrait-on se dire que c'est du fait de l'offre qui n'est pas assez meilleure dans les établissements publics? Je ne pense pas que les offres ne soient pas meilleures. Vous savez, l'enseignement, il n'y a pas qu'au niveau de la médecine. On connaît ce phénomène un peu partout où les établissements privés fleurissent. Il est vrai que même en Europe, il y a des établissements privés. Si je prends la Belgique, il y a des universités catholiques qui forment correctement les médecins. Ailleurs, je dirais en Europe, il y a aussi des universités privées. Mais ce qui est reproché à nos États africains, et c'est là le combat des ordres africains, c'est que souvent ces instituts privés ne rentrent pas dans le cadre réglementaire et surtout dans le cadre normatif de formation et surtout le respect des curricula. Et je vous dirais en plus que la médecine n'est pas que théorique, elle est pratique. Après cela, il faut signer des conventions avec des hôpitaux où il faut faire la formation. Mais si vous n'avez pas une reconnaissance de la part de l'État qui est gérante de la formation, il vous conviendrait avec nous que on ne peut pas laisser fleurir des établissements privés de formation de médecins comme on voit un peu au niveau de l'enseignement secondaire dans tous les pays. En Afrique centrale, c'est courant, au Gabon, c'est courant. Il y a tout le temps des combats à mener contre ces établissements qui sont à la limite de la clandestinité et qui forment des techniciens dont on ne connaît pas, dont on ne peut pas vérifier la valeur et les qualifications. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer cette situation en fait? La situation, c'est un peu le relâchement par rapport au contrôle des États africains. Il faut le reconnaître, au niveau de l'Afrique, il y a une certaine laxité ou un laxisme par rapport à l'application de la loi. Et c'est ce qui aboutit à cela. Je crois que j'étais passé ici à l'invitation du président de l'Ordre des médecins du Cameroun, le président Sanjon. On parlait de l'exercice illégal de la médecine. Mais l'exercice illégal de la médecine, c'est un gros chantier. Parce que n'importe qui croit qu'on peut venir un jour s'autoproclamer médecin et traiter des malades. Or, la santé est sacrée, elle est particulière, elle est délicate. Comment l'État peut-il donc accompagner la formation de ces médecins? Si vous dites par exemple que plusieurs Camerounais partent de leur pays pour se retrouver au Gabon, même dans plusieurs autres pays d'Afrique, pour pouvoir se former en médecine, vous l'avez dit tantôt, il y a quelquefois le laxisme même du gouvernement et même de l'État qui est mis en cause. Quel peut être donc l'apport de l'État pour pouvoir contribuer à une meilleure formation de ces médecins? Mais l'apport est simple. 1. Mettre en place un cadre juridique et réglementaire qui normalise la formation. Deuxièmement, faire appliquer les lois. Tout le problème est là. Quand vous allez dans les pays africains, je crois que c'est le cas du Cameroun, il y a des textes, et vous venez de m'apprendre, je l'apprends là sur le plateau, qu'il y a des établissements privés qui ont été fermés. Mais ils ont été fermés pourquoi? Parce qu'il y a eu l'ordre des médecins qui a eu une action pour prouver que ce n'est pas fait selon la règle,
et que, conformément à la législation en vigueur, les choses ne se passent pas comme elles devaient l'être. Vous avez évoqué le fait que les étudiants à l'étranger, mais je crois que le Cameroun est un pays de liberté fondamentale. Le Cameroun ne peut pas empêcher que les étudiants aillent se faire former. Mais l'État a le devoir, et l'ordre des médecins c'est le rôle, de vérifier que ces diplômes qui viennent de l'étranger ou que ces étudiants qui sont formés à l'étranger sont bien formés, qu'ils ont réellement passé leur diplôme et qu'ils ont une formation adéquate ou idoine pour prendre en charge les malades camerounais. C'est ça l'ordre des médecins et c'est ça le rôle de l'État. Alors, l'ordre des médecins devrait donc, pour ce qui est du Cameroun, intervenir à quel moment? Peut-être pas seulement pour faire savoir à l'État qu'il y a des instituts qui sont en train d'être créés en marge de la réglementation, mais juste après la formation des médecins dans les universités, dans les facultés de médecine qui ont été retenues, dans les écoles également qui ont été retenues pour cela. Quel pourrait être l'apport de l'ordre des médecins, par exemple, dans un contexte comme le nôtre, juste après la formation de ces médecins? Mais je vous le disais tout à l'heure, l'ordre des médecins, comme vous le savez, l'une des activités, c'est la vérification des qualifications des médecins. Alors, la vérification des qualifications des médecins est bien simple. Vous écrivez à l'institut qui a formé et selon les échanges, il y a l'homologation du diplôme qui se fait au niveau de l'État. Donc, l'ordre des médecins se situe en général en poste. Mais l'ordre des médecins peut également se situer en aval ou en amont plutôt, de la formation par le biais en agissant au niveau des facultés de médecine pour voir un peu comment sont formés ces médecins et quels sont les éléments qui rentrent dans le package, pour parler en anglais, le package de la formation des médecins. C'est ça le rôle. Rôle avant dans la formation initiale, rôle après dans la formation continue et surtout également dans la vérification pour garantir la qualité des soins qui sont prodigués par ces médecins. Cela veut dire simplement que l'ordre des médecins devrait simplement accompagner l'État dans ses missions régaliennes, notamment pour ce qui est de ce domaine de la formation en médecine. Mais l'accompagnement des autres, c'est un rôle régalien. Un ordre des médecins est là justement pour accompagner l'État et surtout assurer la qualité des médecins, parce que le rôle d'un ordre, c'est une corporation, c'est un organisme qui est rattaché au ministère souvent, pas sous tutelle, qui a son indépendance et qui permet de dire à l'État, nous ne sommes pas d'accord avec telle ou telle formation, nous ne pouvons pas vous autoriser à utiliser tel ou tel médecin, ou nous ne sommes pas d'accord que tel médecin exerce au niveau de l'État. Donc le rôle des ordres, ce n'est pas un rôle BA d'expression. L'ordre des médecins, si le médecin n'est pas passé, l'ordre des médecins, et c'est le cas du Cameroun, ce médecin ne peut pas exercer de manière licite et légale sa médecine. Donc l'ordre des médecins a un rôle très important. Alors, quel pourrait donc être, à la suite bien sûr de ce que vous développez, les positions à prendre, si tant qu'elles peuvent être dures, un peu draconiennes, pour pouvoir contraindre ces médecins qui évoluent à marge de la réglementation et même de la norme, à pouvoir pratiquement baisser la garde? Bon, s'il s'agit de l'exercice illégal de la médecine, je crois qu'au niveau du Cameroun, les textes sont là. L'ordre des médecins peut ester en justice un individu qui fait l'exercice illégal de la médecine. Donc, l'ordre des médecins porte plainte, l'État joue son rôle en arrêtant ce médecin et faire appliquer la loi. Dans notre pays, l'exercice illégal de la médecine, vous avez 6 mois d'emprisonnement ferme plus des amendes. Au Gabon. Au Gabon. Cela veut dire que tous les médecins clandestins, on va le dire, tous les médecins clandestins sont passibles de la prison s'il est prouvé qu'ils n'ont pas la qualification et qu'ils font un exercice illégal de la médecine. Mais maintenant, l'application de la loi, comme vous le connaissez, c'est ça le gros problème au niveau de nos pays africains. Et donc, même au Cameroun et même dans les autres pays de l'Afrique centrale, ces États gagneraient peut-être en mettre en application toutes ces lois qui régissent le secteur de la médecine. Un secteur sensible, me direz-vous? Et oui, madame, c'est un secteur sensible. Nous autres médecins, nous faisons ce que nous pouvons, mais nous n'avons pas la police. Nous n'avons pas la justice de notre côté, quoi qu'on ne peut pas avoir la justice, elle est indépendante. Mais déjà, le fait d'aller à raisonner ou saisir un médecin qui fait l'exercice illégal, ce n'est pas l'ordre qui y va. L'ordre va adresser une requête. L'ordre va attendre que ce médecin soit arrêté. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc je crois que nous ne pourrons gagner ce combat, l'État et les ordres qui ont une indépendance totale au niveau de l'exercice ou de leurs actions, de faire en sorte que
il y ait de moins en moins de médecins indélicats ou de confrères, parce qu'il y a deux types. Il y a les confrères qui effectivement ont la qualification, mais qui ne veulent pas se conformer, qui ne veulent pas venir s'inscrire à l'ordre. Or, c'est une faute sur le plan légal. Il y a également des médecins qui n'ont aucune formation, ce que moi j'appellerais des charlatans. Alors ces charlatans, la loi doit encore sévir avec la stricte rigueur. Alors, merci à vous, Dr Emmanuel Ogandaga. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est la conférence francophone des ordres des médecins qui vous remercie. Merci, madame. Merci à vous également, madame, monsieur, d'avoir suivi le journal sur Equinox Télévision. Merci surtout de rester en compagnie des programmes de cette chaîne. Dans un instant seulement, Vanessa Tchacho, vous connaissez très bien, revient sur son histoire de vol de bébé. Je vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera exactement 20 h. Bonsoir.